Merci Marc et merci à nos panélistes. C'était vraiment super intéressant. Ça va. Okay. Donc, donner de l'amour, je vais donner de l'amour, je vais encore en donner. Je vais en donner à Moment Factory. Moment Factory, c'est une fierté locale qui s'est développée à l'international et c'est un joyau qui nous fait briller. Et puis, ils sont impliqués auprès de nous depuis vraiment longtemps. Regarde ce qu'on fait et tout ça. Céline Mornay, qui s'est engagée au conseil d'administration. Merci, Céline. C'est vraiment touchant et très pertinent. Et ils ont beaucoup de contenu et ils sont d'une grande générosité. Ça fait longtemps qu'on parle du désir qu'on a d'ouvrir le capot. On se dit souvent, hein, oui, c'était le fun, mais on aimerait ça ouvrir le capot, partager, comprendre comment arriver à faire des projets d'IA. Je sais que vous êtes nombreux dans la salle à penser comme ça. Alors, je vous invite à accueillir notre prochain conférencier qui va se faire une joie d'ouvrir le capot, justement. Il est architecte logiciel spécialisé en IA générative chez Moment Factory et il va venir vous parler de leur collaboration avec Third Rail Project. Je vous demande d'accueillir Julien Bigeaud. Bonjour tout le monde. Mon nom est Julien, je travaille donc chez Moment Factory depuis 6 ans, 7 semaines, c'est mon anniversaire. Tout d'abord, je tiendrai quand même à prendre une petite aparté pour faire un remerciement spécial à toute l'équipe de EAI, à l'organisation et surtout à toutes les conférencières, conférenciers, panélistes qu'on a vus depuis hier matin. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour se dire qu'on a vraiment eu des présentations d'une très grande qualité. Ça change des conférences traditionnelles sur l'IA. En tout cas, pour ma part, j'ai été très inspiré, nourri, challengé par tout ce que j'ai entendu depuis hier ici. Donc, merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mélange un peu spécial, l'IA générative et le théâtre immersif. Donc, c'est sûr qu'on l'a pris sous un angle qui a été abordé à plusieurs reprises depuis hier, comment on peut amplifier la co-création, mais cette fois-ci entre des auteurs, des créateurs, des performeurs on stage et les publics. Donc on a quand même un gros programme pour juste 20 minutes. Je vais essayer de prendre assez de temps pour vous parler de 3 use cases concrets. Donc sans plus tarder, je vais avancer dans la présentation. Moment Factory, je pense que vous nous connaissez, je vais aller très rapidement. On a un studio fondé à Montréal en 2001. On crée des expériences immersives, on mixe la vidéo, le son, la lumière, l'architecture. Tout ça pour essayer d'accomplir notre motto « We do it in public », ce qui veut dire on veut engager les publics à partager des expériences collectives. Puis on a environ entre 70 et une centaine de projets qui tournent dans le monde. Ça fluctue un petit peu en fonction des saisons. Ah, ça n'avance pas, excusez-moi. Fait que voilà le programme d'aujourd'hui. Moment. OK, le contexte de ce projet, ben oui, comme ça a été dit, c'est un partenariat avec Third Rail Project. Je vais les présenter juste après, une troupe de théâtre de New York. Notre approche, elle s'est concentrée, comme je l'ai dit, sur la co-création. Puis un des défis supplémentaires de ce projet, comme s'il n'y en avait pas assez, c'était d'intégrer un collaborateur externe à nos équipes pour venir travailler sur un sujet qui déjà était challengeant créativement, mais aussi très lourd techniquement. Third Rail, qui sont-ils? C'est une compagnie de New York qui sont reconnus pour leur approche pionnière en théâtre immersif. Ils combinent la danse, le théâtre, les interactions de proximité, ce qui leur permet de réaliser des expériences qui sont très intimes et uniques. Ils ont un esprit de collaboration depuis leur début, puis ils ont toujours essayé de repousser leurs pratiques, d'essayer des nouvelles techniques en collaborant avec différents partenaires. Comme ils l'avaient fait par exemple avec Dan Schiffel, un projet qui a tourné pendant plus de 7 ans à New York et qui a été acclamé par la critique. Au niveau du processus de collaboration,
Le projet il s'est déroulé en 2 phases. Pendant la première phase, ça a duré environ 4 mois, de septembre à décembre dernier. On leur a d'abord présenté, donc on collaborait à distance, on leur a présenté nos outils de GenAI. Vous avez peut-être vu la présentation de mon collègue ce matin, nos explorations passées, nos différentes recettes, puis on tentait de vulgariser la technologie au maximum pour qu'ils comprennent le plus possible les concepts qu'on essayait de leur partager. Eux, de leur côté, ils nous ont partagé quel était leur processus créatif. Ils nous ont proposé un scénario de travail décomposé déjà en quelques scènes. Et puis nous, c'est chez Moment qu'on a décortiqué ces scènes, puis qu'on a mis nos cerveaux tech et créatifs à profit pour essayer de décomposer ces scènes en 8 petits prototypes. C'est ça que je vais vous présenter un peu plus tard dans les use cases. Puis à la suite de cette phase de travail à distance, on a travaillé ensemble au studio de Montréal pendant 3 jours et demi, à la fin décembre. Ça a été une méthode itérative basée sur le prototypage, les tests, les itérations. Notre objectif commun, c'était tout particulièrement d'explorer comment l'IA générative, elle peut amplifier l'engagement émotionnel et la participation du public. On ne cherchait pas forcément à préparer une démo ou un mini-show en 3 jours et demi. Ça ne nous laissait pas assez de temps pour l'exploration. Donc on voulait vraiment prendre le temps d'explorer et essayer de faire des nouvelles découvertes sur cet angle-là très précisément. Puis ça nécessite un espace. On a la chance d'avoir un AI Studio qu'on a monté il y a à peu près 1 an. Puis c'est un espace où on a de la projection vidéo sur un décor. Ce décor, il est constitué de 2 colonnes, une arche. Donc on voit qu'il a déjà une architecture singulière. Ce n'est pas un écran 16:9 traditionnel. Parce qu'on veut tout de suite travailler en se confrontant à la réalité de l'architecture. Et, excusez-moi, j'avance pas les bonnes en même temps. Donc voilà notre AI Studio ici à droite. On a aussi des outils interactifs, on a des outils de tracking, de capture, etc. Les problématiques, on dit projet de recherche, on réfléchissait à certaines problématiques. Ces problématiques, c'était comment faire, pour Third Rail Project, c'était comment faire que le public est un véritable co-créateur pendant l'expérience et pas un simple spectateur passif. C'est pourquoi, puis ils se posent sans cesse la question qui revient tout le temps quand on design avec eux, c'est pourquoi le public est présent dans la salle. C'est vraiment ce qui dirige toutes leurs décisions lorsqu'ils conçoivent l'expérience ou qu'ils écrivent l'histoire. Et les choix du public, ils doivent avoir un impact très profond sur la forme que va prendre l'histoire. Donc, eux, ce qui les intéressait, c'était de voir comment, en fusionnant l'IA générative et la performance humaine, on pourrait créer une résonance émotionnelle profonde chez le public qui allait être engagé dans leur expérience. Du côté d'MF, on avait des problématiques différentes qu'on voulait aussi valider. Donc, comme je le disais, on utilise les outils de GenAI pour créer du contenu pré-rendu pour des shows de musique. Si vous avez vu le talk de ce matin, vous voyez de quoi je parle, comme du contenu IA s'est retrouvé dans le show de Fish dans la sphère. Mais est-ce que ces outils, ces workflows, ils peuvent répondre aux besoins des créateurs de théâtre immersif? Donc on avait vraiment besoin de valider si notre toolbox, elle était suffisamment pertinente, flexible, performante, puis qu'on conservait suffisamment de contrôle créatif pour être capable de la déployer dans un contexte complètement différent de ce pourquoi on l'utilisait auparavant. J'en arrive maintenant au premier cas d'usage. Donc, je vais vous parler de scénographie augmentée, générative. Donc, notre AI Studio, c'est un espace. Ça fait déjà 1 an qu'on travaille à développer des techniques pour essayer de créer du contenu qui va venir habiller l'architecture. Mais maintenant, ce qu'on voulait, c'est pour la première scène, partir d'une photo du public et créer un paysage urbain génératif. Donc, on prend une photo des gens du public, on extrait une silhouette, et on est capable de générer un paysage urbain dans un style que vous voyez qui est très spécifique, qu'on a choisi. Qu'est-ce qui se passe un peu en dessous du capot? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais pour les plus geeks d'entre vous, je me disais que ça pourrait être cool de voir quelques petites captures d'écran. Ici, on peut voir que notre workflow comme FeelUI, en entrée, il prend la photo qu'on vient de prendre du public. Il prend aussi une carte de profondeur qui représente notre set sur lequel on va projeter, un prompt textuel, des masques
qui vont permettre de créer des découpes aussi plus tard. Puis on voit qu'on travaille déjà avec 3 directions artistiques différentes. Ces directions artistiques, elles sont définies par une image de référence et un LoRa pour chacune d'entre elles. Et lors de notre première génération de contenu, on va déjà avoir 3 propositions graphiques qui sont différentes avant d'aller plus loin et de générer toutes les déclinaisons. On fait une petite pause, on regarde le résultat et on a le contrôle de choisir lequel on veut décliner. Une fois que ce workflow est exécuté jusqu'au bout, on a généré notre paysage urbain et on a généré un paquet de calques, un paquet de layers en sortie. Donc, ces layers, c'est ça qu'on va pouvoir après animer pour donner de la vie et du mouvement, sans pour autant avoir généré de la vidéo. Générer de la vidéo ou faire du vidéo to vidéo, c'est très coûteux en termes de performance. Puis là, on veut travailler avec l'IA on stage. Donc, le délai de génération est quand même important. Donc on ne peut pas se permettre d'attendre 10 minutes qu'un contenu soit généré. Donc ça, c'était un moyen aussi de contourner un petit peu la limitation qu'on a en ce moment avec la vidéo et de quand même donner de la vie à nos contenus générés par l'IA. Comment on anime ces contenus et comment on les joue sur notre set? On a trouvé une méthode un peu hybride. On a utilisé Resolume, d'une part, pour venir animer des calques d'une manière prédéterminée. Donc là, nos artistes ont travaillé à animer tous ces calques pour leur donner vie, créer du mouvement et essayer de raconter l'histoire de cette scène. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir sur la partie à gauche. Sur la partie à droite, on a utilisé d'autres systèmes pour le playback, des systèmes interactifs comme Touch Designer et avec le tracking d'objets. Donc là, on voit le performeur en haut à droite qui tient une lampe de poche à la main et qui est capable de déplacer un petit personnage qu'on a aussi généré d'ailleurs sur le set. Selon la vitesse avec laquelle il va bouger, la distance avec laquelle il est de l'écran, son personnage va avoir un comportement différent. Ou ce qu'on peut voir dans l'image en bas à droite, c'est que cette fois-ci, lui, en se déplaçant physiquement dans l'espace, il est capable de faire défiler des layers de contenu selon sa position, donc de contrôler aussi la manière de dérouler le contenu, la manière de le révéler à l'audience. Je reviendrai un peu plus tard sur ce concept qui est quand même important. Et puis, très rapidement, c'était cool, hein, on avait fait un truc de paysage urbain. Est-ce que tout est attaché? On peut juste faire des paysages urbains avec ces 2 mois de travail dans cet énorme workflow? Ben non, parce que très rapidement, TurtleRail nous ont demandé « Ah, et si on faisait des natures mortes avec la photo des gens ?» Et très rapidement, en l'espace de quelques minutes, on a été capable d'adapter le même workflow, choisir des images de référence, des LoRa, pour faire des natures mortes. Et on a été capable d'adapter notre workflow pour générer ce que vous pouvez voir ici, donc des natures mortes. Le deuxième cas d'usage maintenant que je vais vous présenter, c'est comment on a travaillé sur l'extension de l'espace physique. Donc cette scène, on l'a appelée Indoor Magic. L'objectif, c'était de générer une scène d'intérieur basée sur une image de l'espace physique. On voulait impliquer le public, donc là les performeurs ont demandé aux membres du public de placer les chaises dans l'espace. C'est des chaises parce qu'on prototype dans la vraie vie, une vraie prod, ça serait probablement des décors plus léchés et tout ça, mais pour prototyper, ça suffisait d'avoir les chaises. On a demandé aux gens de placer les chaises, ils les ont placées, on prend une photo et instantanément cette photo, on peut l'intégrer dans un workflow qui va venir générer cette scène intérieure qui reprend l'architecture de notre décor. On retrouve les 2 colonnes et notre arche. On retrouve aussi les 3 chaises telles qu'elles avaient été disposées par le public. Ensuite, avec un autre workflow, ou plutôt je devrais dire la suite de ce workflow, on allait faire un outpainting pour demander à l'IA de imaginer qu'est-ce qu'il y a autour de cette scène. Et c'est là où on peut parler d'extension de l'espace physique, parce que là, l'IA a imaginé qu'est-ce qu'il y aurait autour. C'est l'image qu'on voit tout en bas à gauche. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus d'espace. Et après ça, ce que ça nous permet de faire, encore de créer du mouvement dans l'image. Ça nous permet de démarrer un zoom complètement out et de faire un effet de zoom in pour créer du mouvement dans l'image. Et tout ça bien chorégraphié et timé avec les performeurs peut vraiment rendre la narration beaucoup plus intéressante et impactante pour le public. Une autre exploration qu'on a fait, toujours dans cette même scène, on a créé des variations un petit peu sur le thème. On est reparti de notre image d'intérieur qu'on voit ici en haut à gauche, et les performeurs, à travers leur narration, à travers leur improvisation, venaient poser des questions à des gens du public.
Ah, quel est, toi, ton souvenir par rapport à un animal qui t'a touché peut-être pendant ton enfance? Toi, donc quelqu'un a dit « Ah, c'était mon chien ». Quelqu'un d'autre a dit « Ah, j'adorais, moi, attraper les papillons, par exemple ». Et quelqu'un d'autre, par rapport à une autre question qui touchait sur un être cher, quelqu'un a parlé de la couverture rouge de sa grand-mère, par exemple. Mais tout ça, ça se passait d'une manière très fluide et naturelle on stage. Mais en arrière, en régie, on était en train de prompter du in-painting et on venait choisir des zones dans l'image pour aller venir in-painter un papillon, un chien, la couverture rouge de la grand-mère. Mais tout ça, de le faire apparaître instantanément, sans aucune orchestration, c'est peut-être pas forcément ça qui va créer un impact sur le public. Ce qui a été intéressant, c'est le reveal aussi. Et comment le performeur peut, avec un cadre ici qu'on a utilisé, qui est traqué dans l'espace, venir révéler ce qu'il y a sur l'autre calque, celui qui contient les petites surprises qu'on a mis pour le public. Donc, ici, on voit qu'il révèle le chien à cet endroit-là. Et enfin, la dernière exploration qu'on a faite dans cette scène-ci, ça consistait à capturer en vidéo le mouvement d'un performeur dans l'espace physique et de venir transformer cette vidéo en faisant du vidéo to vidéo avec un workflow qu'on a appelé la Augmented Silhouette. Là, cette fois-ci, on a choisi, dans cet exemple-ci, de le transformer en fumée. Donc, on a donné une image de référence de fumée. Et le mouvement de mon performeur dans l'espace s'est transformé en une vidéo de fumée qui se déplace. Et après, en replaçant cette vidéo transformée dans l'espace virtuel, dans la projection de mon set, et en refaisant un lien cohérent entre les coordonnées, on voit que mon performeur transformé en fumée se déplace dans l'espace virtuel, mais toujours en lien avec les chaises qui sont là. Donc on a été capable de transposer dans ce set augmenté virtuel des mouvements qui avaient été faits dans l'espace réel. Et maintenant, j'arrive à mon dernier use case. Donc ici, on parle de narration improvisée et de génération en temps réel. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont restés tard hier pour voir la démonstration des 7 doigts qui s'est passée ici même. C'était vraiment super impressionnant de voir des acrobates, danseuses s'approprier cet outil-là. Nous, ce qu'on a fait ici, c'est que les performeurs ont demandé aux gens du public d'écrire des mots sur des petits bouts de papier et de leur donner en amont. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, par la suite, on voit dans l'image du bas qu'il y a un performeur en bas à droite qui va venir raconter une histoire. Donc ça, c'est la narration qui est préparée. Mais ensuite, il va improviser parce qu'il regarde les petits bouts de papier et il va venir intégrer les inputs du public dans sa narration. Mais en plus de ça, il a un super pouvoir puisqu'à la main, il tient un micro. Et ce micro, il lui permet de faire du live prompting à la voix. Et ce qu'on voit dans la fenêtre, c'est de la génération en temps réel avec Stream Diffusion. Et il peut choisir vraiment quand il active et qu'il désactive son micro. Donc quand il désactive son micro, il est dans la narration, il s'adresse uniquement au public. Et quand il active son micro, là, il capture son prompt subtilement. Et il vient venir faire en sorte que l'IA va changer le contenu qui est généré dans la fenêtre. En plus de ça, il y a une caméra qui capte la silhouette et on voit que le performeur peut aussi utiliser son corps pour venir influencer le contenu qui est généré dans la fenêtre. Donc c'est cette combinaison de différentes choses, cette combinaison du prompt vocal, de la silhouette, qui vient donner ce résultat. Puis pour avoir encore plus de contrôle créatif, on a décidé d'ajouter un master prompt que nous, on contrôle et on le combine avec le prompt du performeur. Donc ça nous permettait d'avoir un peu plus de contrôle. Malheureusement, je n'ai pas trop le temps de rentrer dans ces détails-là. Très rapidement, pour les plus geeks, un petit schéma technique, il n'est pas trop compliqué, mais en gros, ce que je voulais montrer ici, c'est qu'on avait d'une part une station de capture qui nous permettait de contrôler un micro, différentes caméras, qu'on avait un petit stream deck qui nous permettait d'opérer backstage très rapidement plein de machines et de les orchestrer de façon efficace. On avait aussi plusieurs nodes pour faire du rendering AI en local, Stream Diffusion, puis 2 nodes comme UI. On avait aussi un système de playback, Touch Designer, Resolume, Xagora pour le mapping, puis un système de tracking qui nous permettait de traquer la lampe de poche, des cadres ou un petit casque. Puis pour conclure, je vais vous présenter les découvertes principales de ce projet. Donc, je trouve que un des apports qui a été très fort de la part de Third Rail, c'est qu'il questionne toujours le pourquoi.
Le public, est-ce qu'il se sent vraiment concerné par l'option qu'on lui propose? Est-ce que la position de la chaise dans l'espace, elle a vraiment une importance pour vous? En fait, peut-être pas. Ben, en fait, si, ça dépend du contexte, ça dépend de l'histoire. Peut-être que dans l'histoire, la chaise, il faut absolument qu'elle soit à un endroit très précis, sinon quelque chose de dramatique pourrait arriver. Et tout d'un coup, la position de cette chaise dans l'espace à laquelle j'aurais eu aucun attachement émotionnel, tout d'un coup, ça devient important. Donc ça, c'est à travers la narration et la performance humaine que ça vient compléter cette importance-là. Puis, représenter littéralement une suggestion, un input du public, ça ne va peut-être pas générer le plus d'émotions. On s'est rendu compte que c'était plutôt de capturer l'essence d'un souvenir, comme peut-être cet animal qu'on a représenté par un chien, mais il y avait peut-être plusieurs personnes dans le public qui ont pensé à eux, leur animal, celui qui leur évoquait une émotion personnelle. Et quand ils ont vu le chien, ce n'est pas le chien et la représentation qu'il a dans l'image qui est importante, c'est plutôt le souvenir et l'attachement émotionnel que chacun, la résonance que chaque membre du public a lié avec ce chien qui est représenté ici. L'importance du timing, de l'orchestration, on a bien vu que les performeurs, quand on leur a mis les outils dans les mains, comme la fenêtre magique avec le voice prompting, on a été tout de suite flabbergastés par la manière dont ils avaient de l'utiliser. Nous, on l'avait prototypé avec, mais de les mettre vraiment dans les mains de professionnels de l'improvisation, ça a été vraiment impressionnant. On a pu aussi, quelque chose qui est intéressant, je pense, de retenir, c'est au niveau du timing, c'est que on a essayé de faire en sorte que les gens ils promptent sans s'en rendre compte. On ne veut pas qu'ils tapent sur un clavier, ça c'est sûr, mais on se rend compte que ça a été caché. On leur pose des questions, mais ils n'ont aucune conscience de pourquoi on leur a posé ces questions. Et c'est plus tard, dans la manière de leur révéler qu'un contenu et qu'ils retrouvent leur input et qu'ils fassent un lien, que là, on trouve que l'impact était plus fort. Puis, une des dernières trouvailles, je pense que c'est de toujours remettre en question la complexité technologique. Ça n'a pas été forcément les dispositifs les plus coûteux, les plus complexes qui ont donné les meilleurs résultats. On voit que c'est des fois des interactions très simples, tangibles avec les petits bouts de papier, ou juste à l'oral, no interface, qui ont eu le plus d'impact. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à retenir. Et enfin, des apprentissages, je dirais, contrôler vos outils, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup ces derniers jours. Je suis vraiment content de l'avoir entendu à plusieurs reprises. On aime l'open source, on aime Comfy UI. Donc, c'est sûr que ce genre de solution-là, ça nous laisse la liberté de choisir aussi quand on va mettre à jour nos modèles. Puis parlez-en à Sandra Rodriguez, qui a eu beaucoup de difficultés à travailler avec l'API d'OpenAI, ChatGPT, lorsqu'elle travaillait sur sexe, désir et data et leur agent conversationnel. Quand OpenAI mettait le modèle à jour en arrière, du jour au lendemain, tout ce qu'ils avaient bâti, alors qu'ils étaient en phase de construire leur expérience, ne fonctionnait plus comme la veille. On ne peut pas vraiment se permettre ça comme des créateurs. Ou vous imaginez, vous roulez votre show, puis du jour au lendemain, ça ne roule plus comme la veille parce que quelqu'un, le corporate AI, a décidé de changer des choses dans leur back-end. Donc, moi, le conseil que je donnerais un peu aux artistes ici, apprenez avec des outils open source, appropriez-vous les outils, contrôlez-les. Ça nous permet d'utiliser les modèles les plus populaires du moment, Stable Diffusion, Flux, de l'exécuter en local, de mesurer votre impact énergétique, de peut-être essayer de le compenser, en tout cas de mieux le maîtriser. Puis ça vous permet aussi éventuellement de le rouler dans le cloud. Mais ça peut être votre cloud privé. Vous n'êtes pas obligé d'être dépendant à des SaaS de compagnie. Enfin, je pense que ce qui a été gagnant, c'est aussi la modularité, la flexibilité des workflows qu'on avait bâtis. On a essayé de cacher le plus possible la complexité technique des artistes avec qui on collaborait, pour préserver la spontanéité créative. Arriver qu'on soit à un flow de jam créatif, puis qu'on ne s'en fâche pas constamment dans des freins technologiques. Donc on a pu automatiser une certaine partie de nos outils pour essayer de rendre ça plus fluide, mais toujours en gardant, à certains moments très précis, un contrôle pour que le créateur puisse décider. Donc, en termes de collaboration avec eux, je pense que
d'expérimenter vraiment dans l'espace sur notre set. Ça a vraiment clarifié aussi comment nos prototypes allaient pouvoir prendre vie avec un vrai public et éventuellement dans le futur dans une vraie production. Et puis, on a pu exposer aussi aux artistes les enjeux de le temps de génération. Et pour eux, ce n'était pas un problème, parce qu'ils sont très capables de prendre l'attention du public, l'amener ailleurs, pendant que nous, on génère un contenu, et au final, ramener leur attention une fois que le contenu est généré. Donc tout ce travail, ça, c'est quelque chose que les artistes avec qui on travaillait maîtrisaient. Voilà, j'ai terminé. Pour conclure, je tiens à préciser que c'est quand même un gros travail d'équipe. Merci à toute l'équipe de Moment et de Third Rail qui ont travaillé sur ce projet, je les vois ici. Tout particulier merci à Nelly qui a été incroyable dans ce projet. Merci Nelly. Et puis je pense qu'on parle déjà avec Third Rail de la suite de ce projet de recherche. Donc j'espère que vous aurez l'occasion peut-être dans quelques années d'avoir la suite. Merci tout le monde.